Évoquait juste Emmanuel Macron. On va l'écouter parce qu'il évoquait la semaine dernière et il invitait tous les partis, il me semble que c'était en Inde d'ailleurs, à faire le ménage le ménage dans les partis. On l'écoute et après vous allez nous parler de ce personnage complexe que vous avez côtoyé pendant 7 ans sans jamais réussir à percer le mystère du président. Écoutons. Rien ne saurait justifier, ni chez les uns ni chez les autres, et ni même dans un face-à-face qui est mortifère pour la République, rien ne saurait justifier l'action violente. Rien. Et donc à chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection, qu'il y a telle ou telle chose parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence et qu'ils la légitiment, ils ne commettent pas simplement une faute politique, ils commettent une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive. Donc tout le monde, partout, doit faire en effet le ménage. En République, il n'y a pas de place pour les mouvements qui adoptent la violence, qui légitiment la violence. Parce que la démocratie repose sur le respect et la paix. Agnès Nussbaum, il est sincère quand il dit cela, le président, quand il est en déplacement à l'étranger, qui s'exprime sur beaucoup de sujets. Il est sincère. Là, en fait, on l'interroge, parce que là, je suis dans le petit groupe de journalistes qui essayent de lui poser des questions. Et en fait, on l'interroge sur la réaction de Mélanie, qui critique ce qui se passe en France, les tensions. Et lui, sa réponse, c'est de dire, chacun reste chez soi et les vaches seront bien gardées. Mais que les moutons. Les moutons. Oui. C'est vrai que les vaches, en ce moment, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus au salon, en tout cas. Mais en fait, non, il est effectivement il est certain qu'il n'a pas d'autre choix que de dire qu'il condamne la radicalité politique. Que dire d'autre sinon de condamner les violences politiques? La question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire contre cela, et plus grand-chose en fait sur la scène domestique. Et c'est ce que je raconte depuis la dissolution. Il s'est quand même tiré une balle dans le pied et il est assez pieds et poings liés, en tout cas sur le national. S'autodissoudre, pourquoi a-t-il tué la majorité présidentielle? Ce que vous évoquez comme question dans ce livre. Effectivement, vous avez compris les ressorts de cette dissolution, pourquoi, même psychologique, parce que c'était quasiment, comme vous le dites, une autodissolution. Oui, alors l'Élysée déteste qu'on psychanalyse la personnalité du président de la République, mais c'est dur de ne pas tomber dans ce travers quand on sait que c'est lui qui décide seul. On a beaucoup glosé sur l'influence des conseillers de l'ombre, ce que Bruno Le Maire a appelé les cloportes, on a vu beaucoup d'articles sur eux, mais finalement c'est lui qui prend la décision seul. Moi, le jour de la dissolution, je dirais pas que je suis pas surprise, mais ça fait partie des options dont je sais qu'elles sont sur la table depuis plusieurs mois. Simplement, je me dis que c'est vraiment pas une option intelligente en fait, pour son propre camp. Donc les ressorts de cette décision, ils sont assez connus, mais tout en restant mystérieux. C'est sous-estimer la capacité de la gauche à se rassembler, à faire le NFP contre l'extrême droite. Ça, il ne le voit pas venir du tout. Et ça, alors que la gauche fait ça à chaque fois. À chaque élection. Enfin là, on va voir si ça se produira encore par la suite. Mais les oracles qui sont sur ce plateau ont déjà dit que ça allait se passer à nouveau. Je laisse vos oracles, ils sont maîtres de leurs opinions. Mais en tout cas, oui, la gauche qui se rassemble, c'était un classique. C'est assez surprenant de ne pas l'avoir vu venir. Et puis il y a aussi un côté, un problème d'ego, puisque quelques jours avant la dissolution, il dit je pense pouvoir faire 20-25%. Il en est très très loin. Donc lorsqu'il dissout, il se dit je peux encore faire une remontada et prouver à tout le monde que j'ai raison. Et il y a cette tendance très très forte chez Emmanuel Macron, ce goût pour les coups politiques, les coups diplomatiques. Il le dit lui-même qu'il aime ça, et cette volonté de toujours être dans la transgression, faire le geste qu'on n'attend pas du président. François Pupponi, il est d'une matrice idéologique de gauche ou pas, Emmanuel Macron, selon vous? Ou est-ce que c'est fluctuant? Oui, je pense qu'il est une matrice de gauche. Okay. Et en fait, son rêve, et par rapport à la dissolution, moi je parlais avec lui, avec les proches, ils ont toujours été convaincus qu'il pourrait rattraper le Parti socialiste, en fait. Qu'il pourrait l'accrocher, qu'il pourrait le sortir des griffes de LFI. C'était mal connaître le Parti socialiste, moi je toujours dit, mais vous n'y arriverez pas. Et ce qu'il n'a pas vu venir, c'est justement que le PS rebascule pour ça. Et ce qu'il n'a surtout pas vu venir, c'est que Gabriel Attal décide aussi de rejoindre entre les deux tours et de dire, mais nous, on s'associe avec LFI et le Nouveau Front Populaire pour empêcher le RN. Et ça, il a été dépassé 2 fois. Parce que vraiment, ils sont tous convaincus, ils ont tous été convaincus qu'il pourrait rapprocher le PS. Mais ça, c'est totalement délirant dans la mesure où les Strauss-Kahniens, en gros, la droite du PS est déjà sortie dans le camp Macron, quoi. Bien sûr, mais ils avaient cet espoir-là qui est vain. Catherine, non, mais ce qui a été terrible, c'est qu'il n'a pas fait campagne pour la présidentielle. Il a été réélu, il n'a pas fait
campagne pour les législatives de 2002 parce que voilà, il n'a pas demandé de majorité, les Français l'ont exaucé, lui ont pas donné. Et donc là, il s'est aperçu que quand même avoir 40 députés en moins, ça allait être difficile. Et c'est vrai que ça a été difficile. La réforme des retraites, ça a été vraiment épouvantable au Parlement. Et plus les lois passaient ou ne passaient pas, comme par exemple il y a la loi Fesneau sur l'agriculture où il n'y avait rien, qui était une très mauvaise loi, on est resté 3 semaines à discuter et ça ne marchait pas. Donc il s'était dit, pour sortir de là, Darmanin lui avait dit, mais un jour il faudra dissoudre. Il faudra dissoudre. Mais alors là, le timing est bizarre. Parce que dissoudre, bon, il faudrait le faire. Alors c'est vrai que les LR menaçaient au moment du budget, donc un truc préventif, sans sommation. Et alors le matin, une grenade dégoupillée. Le matin de l'élection européenne, il croyait avoir 24-25%. Il le disait encore à midi à Darmanin. Et là, il a 14. Et après une défaite, il dit il dissout pour lui. Donc c'est absolument, c'est un manque de sens politique énorme. Catherine Ney vient de dire ce que je voulais dire, à savoir qu'on n'a jamais vu quelqu'un dissoudre au soir même d'une défaite cinglante. Voilà. Tu prends une claque, t'en prends une autre. Ah oui. Hein, voilà. Bien sûr. Ah oui. Oui, le RN est dans une très bonne dynamique et c'est évident que la dynamique va se poursuivre. Bien Surtout sûr. qu'il choisit la période légalement la plus courte en fait pour mener cette campagne en pensant que ça va empêcher la gauche de se mobiliser. Et en réalité, c'est son propre camp qui ne se mobilise pas. Agnès Nussbaum, vous le fréquentez beaucoup, je le disais, de facto c'est votre travail. Il l'a dit au mois d'août qu'il serait président jusqu'à la dernière seconde. Oui. Et il le fera évidemment, selon vous? Oui, moi je le vois pas démissionner avant la fin de son mandat. Et pour le voir beaucoup, parce que moi en tant qu'accrédité, voilà, je voyage avec lui à l'international. Là, j'étais en Chine en décembre, je vous parlais de l'Inde. En fait, je vois à quel point il est grisé et motivé par la diplomatie, les sujets de défense, les grands orgues en fait du costume présidentiel, là où il a encore une voix qui compte à l'international et qu'on écoute. Moi, je travaille pour un média américain, on l'écoute quand même. Voilà, quand bien même il est très affaibli, on le sait. Et donc, il est totalement galvanisé aussi par l'attention positive qu'il reçoit en Inde tous les 2 mètres. Je vous assure que c'est vrai, sur la route de Mumbai, il y avait des panneaux montrant Modi, le Premier ministre indien, et Macron se serrant la main avec marqué « Bienvenue, votre Excellence Macron, à Mumbai ». Et en fait, voilà, il a quand même de quoi se remotiver régulièrement. Il y a surtout le G7 là, qui arrive, qui est organisé en France à Évian en juin, et où il va essayer sa dernière chance en fait, de briller à l'international. Donc que ferait-il s'il démissionnait? Ça n'a pas de sens. Mais c'est un président sur le déclin, vous le voyez? C'est inévitable. Alors c'est inévitable parce qu'il ne peut pas se représenter. Constitutionnellement, il n'a pas le droit de se représenter en 2027. Mais il a lui-même accéléré en fait sa propre dissolution, son propre crépuscule justement en prenant cette décision de dissoudre, puisqu'à partir de ce moment-là, en fait, tous ses adversaires, même son propre camp, regardent vers 2027 et qui pourrait le remplacer. Alors après, lui est très combatif, il reste très volontaire, peut-être un peu dans le déni aussi, mais il est irrémédiablement sur le déclin. Là, par exemple, lundi, il va faire un grand discours sur la dissuasion nucléaire. Quoi qu'il dise dans ce discours, en fait, les partenaires européens qui vont l'écouter ne le prendront pas vraiment au sérieux, dans la mesure où on sait que peut-être qu'en 2027, il sera remplacé par que ce soit Bardella, Le Pen, enfin quelqu'un qui serait plutôt eurosceptique, plus que lui. Il est très peu probable que tous ces engagements soient suivis. Et donc, de fait, sa voix à l'international ne pèse plus. Alors, ce que j'écris dans le bouquin à la fin, c'est il porte beau face aux géants de ce monde avec ses lunettes, voilà, les Poutine, Fonchon, voilà, les coups de com'. Mais en fait, il ne pèse pas lourd. Et il restera rien. Michel Fayad? Et il restera rien finalement. Et voilà, c'est un peu la conclusion. En fait, ce qui le gâte, c'est l'effet Obama, l'obamisation. Alors, avec un bilan économique qui peut-être aura été salué. Alors, il est trop tôt pour juger, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'était le cas d'Obama au moment où il part. Un homme qui aura été un homme jeune, séduisant, qui aura été charismatique, arrivé au pouvoir comme ça, mais qui en fait aura beaucoup déçu et dont on risque de ne retenir que le nom du successeur. C'est ça qui le gâte. Merci beaucoup Agnès Nussbaum, accréditée 7 ans au Palais de Macron, aux éditions du Seuil.